Mes chers amis, bienvenue sur la chaîne Une certaine idée de la France. Le thème d'aujourd'hui portera sur le gallicanisme, c'est-à-dire sur les revendications d'indépendance du roi de France et de l'Église de France par rapport au pape. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il révèle avec acuité l'un des caractères essentiels de la France, son esprit rebelle. Il nous faut d'abord remonter loin dans notre histoire. Au Moyen Âge, il existait une relation étroite entre le roi de France et le pape, inaugurée par le baptême de Clovis. Au 8e siècle, Pépin le Bref conquiert les États pontificaux au bénéfice du Saint-Père. Nous voyons ici la donation de Pépin au pape Étienne. Depuis cette alliance renouvelée, le souverain est roi par la volonté de Dieu. Au XIe siècle, Grégoire VII réforme l'Église pour la placer hors de portée des pouvoirs temporels. Il interdit le mariage des prêtres afin de limiter la dispersion du patrimoine. Il s'élève contre le pouvoir des tribunaux laïcs de juger les clercs et contre l'immixtion des laïcs dans l'élection des évêques et des abbés, et ce sera là un point important de la contestation des gallicans. À la fin du XIIIe siècle, le pape Boniface VIII prétend même s'élever à la dignité impériale. Il déclare « C'est moi qui suis César ». Mais le roi de France Philippe le Bel ne l'entend pas de cette oreille. Il a besoin d'argent pour financer une guerre contre l'Angleterre. Il prélève donc un impôt sur le clergé contre l'avis du pape, ce qui déclenche les hostilités. Boniface excommunie le roi de France et rompt ce lien pluriséculaire dont nous avons parlé. En rétorsion, Philippe envoie son homme de confiance Guillaume de Nogaret à Anagni, en Italie, pour s'emparer de la personne du pape. La légende prétend même qu'on aurait giflé le souverain pontife. Toujours est-il que ce dernier parvient à s'échapper et meurt un mois plus tard. Cet événement historique importe à plus d'un titre. D'abord, il introduit une querelle théologique entre les tenants de la supériorité du pape et ceux qui prônent la séparation entre les pouvoirs temporels et spirituels, ce qui sera plus tard à l'origine de la laïcité. Deuxième conséquence, Philippe le Bel, roi de France, se comporte en souverain digne de la France. Il défend l'État royal, il défend la France. Cette attitude de Philippe le Bel est bien plus convaincante que celle adoptée par Henri IV, roi des Romains, qui avait 200 ans plus tôt, dans des circonstances comparables, accepté de se rendre à Canossa en Italie pour implorer le pardon de Grégoire VII. On voit ici ce pauvre Henri IV, roi des Romains, en bas de la ville de Canossa, attendre dans le froid, en principe il devait même neiger, attendre que le pape tout en haut veuille bien lui donner audience. Voilà, c'est un épisode tragique ou tragicomique de la vie du futur empereur du Saint-Empire. Et puis, troisième conséquence, les papes fixent désormais leur résidence en Avignon jusqu'en 1376. Puis il y aura deux papes, l'un soutenu par la France, l'antipape, et l'autre par Rome. Ce grand schisme d'Occident se réglera durant le Concile de Constance, une réunion de l'ensemble des membres du clergé catholique qui aura lieu entre 1414 et 1418. Nous arrivons maintenant à la fin du XIVe siècle. L'abbé du Bon Saint-Michel, Pierre le Roy, réclame le droit pour l'Église de France de conférer les bénéfices ecclésiastiques, donc de nommer les membres du clergé et de régler la fiscalité. Il veut ramener l'Église gallicane à l'antique liberté. Il conteste la mainmise du pape sur ces questions de nomination et de fiscalité, mainmise selon lui contraire aux traditions de l'Église. Il fera appel au roi pour l'assister dans ce combat, et il sera entendu. Le roi Charles VI prendra une série d'ordonnances pour restaurer la liberté des églises gallicanes. Mais le conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons qui prennent le parti du pape fragilisera ces ordonnances. En 1438, le roi Charles VII, auréolé de ses succès militaires, a reconquis la majeure partie de son territoire grâce à Jeanne d'Arc. Son parlement s'est réunifié. Il est donc en situation favorable pour réaffirmer les libertés ecclésiastiques françaises face au pape.
Il signe alors la pragmatique sanction de Bourges, une sorte de décret royal pour acter la supériorité du concile sur le pape et limiter les abus de pouvoir de l'évêque de Rome. Mais elle ne sera jamais appliquée. En 1516, François Ier, ici à gauche, négocie avec le pape Léon X, ici au centre, le Concordat de Bologne. Il s'agit cette fois d'un acte bilatéral. Ce concordat annule la pragmatique sanction, mais en contrepartie, le clergé français obtient des avantages importants et surtout, le roi gagne pratiquement un pouvoir de nomination des abbés et des évêques. Le conflit ressurgit 150 ans plus tard sous Louis XIV. Le roi Soleil, ayant conquis des territoires étendus en Espagne, compte bien y jouir de ses privilèges stipulés par le Concordat de Bologne, au mépris des intérêts du pape. Les demandes de Louis XIV se font de plus en plus insistantes, alors que le nouveau pape Innocent XI ne veut rien céder. Alors, Louis XIV convoque l'Assemblée générale du clergé français, où se distinguera Bossuet. L'Assemblée adopte le 19 mai 1682 la Déclaration des 4 articles qui résume la doctrine gallicane. L'article 1er établit la distinction entre les pouvoirs temporels et spirituels. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le pape ne peut pas déposer le roi. L'autorité royale sur ces sujets ne souffre aucune exception. Il faut rappeler que durant les guerres de religion, les papes s'étaient réservé la possibilité d'aller déposer le roi de France s'il devenait protestant. Article 2. Les décrets conciliaires sont pleinement valides. Article 3. Les traditions de l'Église gallicane doivent être respectées. Enfin, article 4, le plus controversé, il remet en cause le dogme d'infaillibilité pontificale. Les 4 articles vont déclencher une véritable guerre avec Rome, et des théologiens de toute l'Europe vont s'émouvoir de la virulence de la déclaration. Bossuet doit alors rédiger la défense de la déclaration de l'Assemblée du clergé de France, achevée en 1685, une somme théologique magistrale du gallicanisme, jamais publiée de son vivant. En 1693, Louis XIV cherchera finalement l'apaisement avec le pape, car il entend faire cause commune avec lui contre les jansénistes. Les jansénistes étant opposés à la monarchie absolue. Il renoncera donc à faire respecter ces 4 articles, et ce sera la fin du gallicanisme théologique stricto sensu. Mais le gallicanisme trouve de nombreux prolongements dans la période contemporaine. Sous la Révolution, l'Assemblée constituante promulgue la Constitution civile du clergé. Les bénéfices ecclésiastiques seront pourvus par élection, une vieille revendication de l'Église gallicane. L'autorité des évêques n'est pas reconnue s'ils sont sous la domination de l'étranger, donc l'évêque de Rome se voit privé d'autorité. À partir du 27 novembre 1790, les prêtres devront prêter serment à la Constitution, une manière de les placer sous la tutelle de l'État. Sous le consulat, le concordat conclu entre Napoléon Bonaparte et Pie VII s'inspire du gallicanisme. On voit ici le pape à gauche avec sa mitre et sur le côté droit, Napoléon Bonaparte recevant le couronnement de la part de la renommée. Donc, ce concordat supprime l'élection des évêques qui seront nommés par le chef de l'État comme au temps du concordat de Bologne. Le texte prévoit encore le cas où le chef de l'État ne serait pas catholique, donc place le temporel au-dessus du spirituel. Encore un détail, les professeurs dans les séminaires devront enseigner la doctrine des 4 articles, référence évidente au gallicanisme. D'une manière générale, le concordat prévoit l'approbation par l'État de toute décision importante qui concerne l'Église. Et même pour se réunir, les membres du clergé doivent demander l'autorisation. Enfin, sous la Troisième République, au paroxysme des tensions entre les cléricaux et les républicains, le président du Conseil, Émile Combes, adoptera une posture quasi gallicane.
Certes, il appelle en 1904 à un divorce de l'État avec l'Église, c'est le terme qu'il emploie, pour incompatibilité radicale de principe. Mais dans son projet de loi du 10 novembre 1904, qui ne sera jamais adopté, la séparation est loin d'être évidente. Il propose de laisser à l'État la faculté de gérer une partie du patrimoine des églises pour favoriser les paroisses pauvres, on devrait dire les associations cultuelles pauvres. Ainsi, les associations cultuelles devraient louer perpétuellement les lieux de culte aux communes et aux départements via des contrats de concession à renouvellement décennal. Donc c'est une manière de contrôler en permanence les lieux de culte. Autre disposition prévue, Émile Combes souhaite interdire aux associations cultuelles de se réunir au-delà de l'échelle du département. C'était une manière de diviser l'Église pour mieux la contrôler. Enfin, une proposition pleine de prescience qui consistait à interdire aux associations cultuelles d'employer un ministre des cultes étranger. Donc c'était une façon de lier l'exercice du culte à une sorte de mission de service public sous la tutelle de l'État, donc un point typiquement gallican. En conclusion, le gallicanisme, c'est donc de considérer que la France est catholique, certes, mais qu'elle est française d'abord, et que ce catholicisme doit rester subordonné à l'identité française propre. C'est aussi considérer que le temporel doit être distingué du spirituel, mais encore que le temporel prime sur le spirituel. Les problèmes posés aujourd'hui par l'islam nous invitent à retrouver un peu de cet esprit gallican, à nous méfier des influences étrangères en matière religieuse, à admettre un contrôle approfondi de l'État sur le déroulement des cultes. Dès lors que de nouveaux problèmes appellent de nouvelles solutions, peut-être y aurait-il matière pour l'avenir à modifier, à réviser la loi de séparation 1905 dans un sens plus gallican. Avant de vous quitter, voici quelques références que je vous conseille de lire. L'histoire du catholicisme par Yves Brulé aux éditions Que sais-je, et surtout Le gallicanisme par Aimé-Georges Martimore aux Presses universitaires de France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et vive la France!